Donc voilà, on va aborder la data autour du modèle commercial et de la supply chain en réalisant un focus en 3 thèmes finalement. On va déjà vous proposer un petit panorama des use cases utiles dans la data et dans le modèle commercial. Et puis on va essayer ensuite d'aborder tous les enjeux, les prérequis et les impacts justement de ces applications dans le modèle commercial. Et pour ça, en effet, je suis accompagné de 2 personnes, Elodie Prodhomme de chez Maison du Monde et Étienne de Saint-Martin de Auchan. Je peux vous laisser vous présenter? Bonjour à tous, donc enchantée d'être parmi vous. Donc moi je suis Elodie Prodhomme, je suis Chief Data Officer chez Maison du Monde depuis juillet 2021. Et pour résumer très rapidement les années qui ont précédé cette prise de poste, je suis dans la data depuis un certain nombre d'années. J'ai piloté des équipes data dans différents univers, chez l'éditeur, pas mal en agence où j'ai pu croiser certains d'entre vous, et dans le conseil avant de faire le saut chez l'annonceur, entre guillemets, en 2021 avec Maison du Monde. Merci beaucoup, bonjour à tous. Étienne de Saint-Martin, directeur adjoint de la data et de la DSI pour Auchan Retail France. Donc Samir est désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Et il m'a souhaité bon courage. Alors moi, pour le coup, j'ai un passé uniquement chez les annonceurs. J'ai commencé ma carrière chez L'Oréal, au début de la transformation digitale, puis ensuite de la transformation data. Et j'ai ensuite pas mal travaillé, mais plutôt comme consultant ou indépendant à mon compte, sur des transfos d'entreprises côté marketing et sales, chez Pernod Ricard, Sanofi, Chanel. Donc j'ai jamais fait le saut dans les agences. Et j'ai rejoint Samir chez La Redoute il y a presque 3 ans maintenant, et je l'ai suivi chez Auchan. Donc à la fois sur la DSI et la data, ce qui est un saut amusant. Merci Étienne et particulièrement merci d'avoir pris justement la suite de Samir au pied levé. Donc merci beaucoup pour ça. Si on commence par faire un petit tour rapide finalement des applications utiles de la data dans le modèle commercial, on en voyait 4 sur lesquels on va justement échanger ensemble. Alors on parle du plus sensible, surtout dans ce contexte-là, c'est la gestion des prix et des promotions. On en a un petit peu parlé ce matin, on va continuer d'en parler aujourd'hui. On a aussi les applications les plus utilisées avec, on va dire, différents niveaux de sophistication et de granularité autour des prévisions des ventes. Et puis on a souvent aussi le plus manuel et traité parfois de façon un peu parcellaire, c'est autour de la gestion de l'assortiment. Et enfin, le plus automatisé, sans doute historiquement, même si c'est jamais vraiment infaillible, autour de la gestion de la chaîne marchandise. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être que vous nous parliez, Elodie et Étienne, des applications qui vous sont le plus utiles au quotidien et nous dire un peu pourquoi. Alors déjà, je pense que ce qui est important, c'est nous, on est très consommateurs de data, très consommateurs de chiffres chez Maison du Monde. Je pense pour resituer aussi un peu la place des sujets data science et des cas d'usage data science, c'est important de se dire qu'on consomme d'abord de la data, on va dire, descriptive, plutôt en pilotage, en suivi de notre performance. Donc la data science vient après, et donc on est aussi plus récent là-dessus. Mais si on parle vraiment de nos cas d'usage data science, nous, on va être beaucoup autour de la donnée, en tout cas produit. Bien sûr, il y a tous les clients, mais si on se parle de données produits, beaucoup autour des sujets que tu as mentionnés, hein, donc tout ce qui est sujet de merch, avec une partie, on va dire, très manuelle, métier, mais sur lesquels on vient se greffer et on commence à faire pas mal de choses. Évidemment, tous les sujets de prix, et notamment impact des promotions et des scénarios promotionnels qu'on peut mettre en place. Et un des gros sujets qui nous anime beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est prévision. Alors, on va entrer dans le détail un petit peu après, Ouais. je pense, mais nous, on met ça sous le chapeau prévision des ventes, et derrière ça, il peut y avoir beaucoup de choses. Ok, super. Un bon teasing. Et de ton côté, Étienne? Et du côté d'Auchan, la situation est un peu différente parce qu'on est une entreprise de grande distribution, comme on dit. Donc on génère énormément de données depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, avec à la fois des données fournisseurs, des données clients, qu'on manipule vraiment dans des dimensions très importantes. Donc nous, l'enjeu, c'est plutôt de réussir à maîtriser d'abord ce patrimoine en interne. Et on est extrêmement sujet, pour le coup, aux chocs externes. Et ces chocs externes, ils se sont multipliés ces dernières années, je pense qu'on en a tous conscience. On a eu le canal de Suez, on a eu le Covid, on a la guerre en Ukraine, on a l'inflation, il y en a un peu pour tous les goûts. Et à chaque fois, ces chocs sont amplifiés parce qu'ils se succèdent de plus en plus rapidement. Et donc, il faut qu'on réussisse à maîtriser ce modèle opérationnel qui est en train de changer dans une entreprise qui commence à devenir une vieille dame.
Et donc là-dedans, nos gros enjeux pour les années qui viennent, c'est vraiment de remaîtriser ce modèle opérationnel. Et ça passe bien évidemment par la connaissance de nos clients, mais de plus en plus par notre capacité à proposer aux clients une offre lisible et des produits adaptés à ses besoins. Peut-être pour faire le lien avec ce dont on parlait ce matin autour de la gouvernance et de l'organisation, est-ce que, avant de rentrer dans le détail justement des applications qui vous sont les plus utiles, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes un peu organisé ? Est-ce que finalement vous êtes centralisé entre data engineer de votre côté entre guillemets, ou est-ce que c'est une organisation transverse dans les différents métiers ? Élodie ? Alors, nous, on est très centralisé. Donc, moi, j'ai une équipe data, si je compte, on doit être une quarantaine de personnes, avec tout profil, vraiment tous les profils confondus, donc des profils très techniques, des data ingénieurs, des profils qui gèrent la plateforme, des ingénieurs data ops, des data scientists, des analystes. On est au sein de la DSI. Ce qui pourrait ne pas être le cas parce que ce n'est pas forcément le cas partout. Je trouve qu'aujourd'hui, ce positionnement de la data au sein de la DSI est intéressant parce que ça inscrit cet ancrage, en tout cas, qui a vocation à être transverse. Et ça inscrit bien le fait qu'on doit assurer finalement des choses pour tous les différents métiers de l'entreprise. En termes de gouvernance, et notamment sur les projets data science ou les gros projets data, on a une instance clé, une instance COMEX qu'on appelle le comité d'engagement, qu'on fait à peu près tous les 3 mois, où on se donne quelque part des objectifs majeurs pour le trimestre à venir. Donc on prend les top priorités transverses de Maisons du Monde. On reprend ensuite des priorités métier par métier. On mouline tout ça dans notre semaine de PI Planning. Et ensuite, ça nous donne finalement ce qu'on réalise pour les 3 prochains mois. Et tout petit point quand même, c'est que cet ancrage dans la DSI, il peut quand même induire une position qui est une position d'accompagnement au métier, de support au métier, même si j'aime pas trop le terme. Donc cet ancrage transverse, il est intéressant. En revanche, on doit rester vigilant aussi à ne pas être que des contributeurs, mais aussi des prescripteurs et à insuffler aussi des choses à notre propre initiative. Super. Et tu me disais en off que justement, auparavant, tu étais plutôt rattaché au digital et que tu étais assez satisfaite de ce rattachement à l'IT. Alors, on a eu la réflexion. Historiquement, on est rattaché à l'IT, à la DSI. On a eu à un moment une réflexion sur une bascule. Et moi, c'est un choix que j'ai fait, en tout cas, de rester plutôt rattaché à la DSI, notamment parce que j'ai évidemment une affinité forte avec le digital et les sujets web. Enfin, il y a énormément de sujets et énormément de data. Après, j'ai beaucoup d'enjeux autour de la supply. Et donc, je trouvais que c'était un peu être juge et partie quelque part que d'être attaché à une direction métier en particulier. Et ces instances tous les 3 mois, justement, ça fonctionne bien ? Tu es satisfaite des résultats ? Alors, c'est plutôt une conjonction d'instances, c'est-à-dire que ce comité d'engagement, ça va être la première instance un peu clé qui nous donne un peu le tempo global. On va se dire, là, c'est les gros sujets, c'est ces gros sujets pour tout le monde, donc ça, c'est super intéressant. Les sujets data science, ils sont quelque part priorisés, suivis au sein de cette instance. Et ça permet déjà d'aligner toute l'entreprise. Et donc après, on prend le reste. On fait aussi avec la bande passante qu'il nous reste. Mais je pense que ça permet de rendre quand même lisible ce que sont les gros sujets à adresser. Donc c'est perfectible. On apprend encore, on optimise encore. Mais ça nous a fait pas mal avancer. Globalement, d'ailleurs, data et plus collectivement chez Maisons du Monde. Génial, merci. Étienne, de ton côté, tu es organisé comment ? Vous êtes organisé comment chez Auchan ? Alors nous, pour le coup, on a fait le choix d'une organisation assez transverse. La data est représentée au même titre que la DSI. C'est pour ça qu'on fait attention à bien insister sur le fait qu'il y a 2 équipes et que les autres directions, comme le digital, comme le commerce, les autres directions d'Auchan, toutes ont une place au comité de direction de Philippe Brochard. Et donc, on est vraiment transverse à toute l'entreprise et on a cette indépendance qui nous est garantie. Une fois qu'on a cette indépendance, ce qu'on essaye de faire avec la data, c'est d'avoir un modèle le plus décentralisé possible avec les équipes. On parle beaucoup de data mesh en ce moment, on parle beaucoup de modèles de hub and spoke, ce genre de choses. Et l'idée est vraiment d'avoir un principe de subsidiarité dans lequel le métier est maître de son savoir, maître de ses problèmes en quelque sorte, et qu'il est finalement le plus à même pour adresser ces problèmes. Là-dedans, le rôle d'une équipe data qui existe comme ça un peu en centrale, c'est de gérer l'exposition de la donnée, qu'on rende disponible au métier pour qu'ils puissent traiter leurs problèmes, et d'assurer la mise en place de cas d'usage assez transverses, ou alors complètement critiques pour l'entreprise, pour s'assurer qu'il y a une source de vérité quelque part. Et dans ce cas-là, ça tombe vraiment chez nous.
Donc ça donne une équipe dans laquelle les postes les plus représentés sont ceux de data engineer. On a pas mal, quelques-uns data analystes, mais il y en a beaucoup plus dans les métiers. Et on a quelques data scientists, mais ça représente, je pense, maximum 40% des effectifs de data scientists ou de machine learning engineer qui sont présents dans l'entreprise. Tu me parlais de l'image qui, moi, m'a bien parlé, justement, sur le fait que les data engineers construisaient le pipeline pour les équipes, justement, qui sont, elles, dans les métiers avec les data scientists. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de se dire que le métier, il sait exactement ce qu'il a à faire et on ne va pas prendre à un directeur de magasin ce dont il a besoin. En revanche, lui, pour traiter ces cas, il a besoin de quelqu'un qui va mettre en place un environnement qui va lui permettre de diriger un data analyst au plus proche de ses besoins. Ok, super. Maintenant, si qu'on connaît bien votre organisation, on va pouvoir rentrer dans le détail finalement sur les applications qui vous sont les plus utiles au quotidien. Ce qui serait intéressant, ce serait que vous nous disiez aussi si finalement ces applications sur lesquelles vous travaillez actuellement sont liées ou pas au contexte inflationniste post-Covid, et est-ce que ça a joué justement sur le choix de ce dont vous travaillez actuellement? En tout cas, nous, on travaille beaucoup donc, sur les sujets que j'évoquais en introduction, donc tout ce qui est sujet de merchandising, tout ce qui est sujet de comprendre les effets promo, tout ce qui est sujet de prévision. Alors moi, je trouve que c'est des sujets qui sont éminemment présents dans le retail et ça ne date pas du Covid. Ça ne date pas de cette crise et du contexte macroéconomique actuel. En revanche, ça a donné ce contexte Covid, ce contexte macroéconomique qu'on connaît. Ça a donné vraiment une dimension nouvelle à tous ces projets parce qu'en fait, le Covid, ça a engendré ce qu'on a appelé un peu la crise prédictive. Tout le monde était perdu. Donc il y a eu une espèce d'attente assez forte vis-à-vis de ces modèles de data science qui ont aussi eu du mal, d'ailleurs, au départ, à s'adapter et à capter cet effet Covid. Aujourd'hui, on est plutôt passé, c'est plutôt des choses qu'on a plutôt bien modélisées. Donc voilà, c'est plutôt ça apporte, c'est des éléments de contexte en tout cas qui rendent ces sujets et ces applications encore plus clés, notamment parce que comportement des consommateurs qui ont évolué, évolution vers le canal web, donc sur les prévisions ça a pu jouer beaucoup, effet Covid qu'il a fallu modéliser. Il y a eu aussi tous les effets, tout le contexte stock qu'on a vu qui a été très, très complexe en termes de coûts, donc il a forcément fallu optimiser le merch. Donc ça fait exploser encore plus ces sujets-là, mais qui étaient déjà présents avant. Ok, sachant que en effet, tu me parlais aussi de la problématique que tu rencontrais avec les différents niveaux de granularité au sein des équipes et des différents niveaux de temporalité, je vais y arriver. Oui, si je fais un focus sur les prévisions, d'un point de vue métier, j'ai l'impression qu'on met ça sous le chapeau prévision des ventes et ça paraît être un projet. En réalité, c'est énormément de projets différents. Nous, c'est quelque chose qu'on adresse pour différentes équipes métiers, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce sujet de prévision pour nos équipes web. Nos équipes web, elles vont avoir besoin de comprendre le split, qu'est-ce qui va se passer sur la marketplace, qu'est-ce qui va se passer vraiment sur le web avec un focus offre maison du monde. Elles vont avoir envie de savoir ce qui va se passer à la fin du mois parce que potentiellement il faut déclencher des actions marketing si la baseline elle n'est pas forcément atteinte. Derrière, on a aussi des attentes fortes de la supply, et là, les enjeux sont très différents parce que la marketplace, on ne gère pas forcément la partie supply, mais c'est plutôt la partie maison du monde, c'est plutôt comprendre par type de produit, parce que derrière, c'est des types d'entrepôts différents. Et puis après, on va voir notre direction financière qui, elle, peut voir plutôt, nous demander régulièrement des prévisions d'atterrissage plutôt de fin d'année, fin de trimestre. Donc, temporalité différente. Des fois, des sujets de granularité produits différentes, des granularités pays différentes. Des fois des notions plutôt de quantité à prédire versus du revenu. Donc tout ça derrière, c'est beaucoup de modèles. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une quarantaine de modèles en production sur le sujet pour couvrir un petit peu tous ces cas. D'accord. Quand tu parles de modèles, c'est des variables aussi, c'est ça? 40 variables? C'est 40 modèles. D'accord. Et dans chacun de ces modèles, il y a plusieurs scénarios de variables qui sont intégrés. Donc c'est potentiellement des variables différentes pour les modèles. On n'a pas forcément, en tout cas le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'avoir, on ne démultiplie pas les variables, mais c'est 40 modèles et chacun, j'en sais rien, a peut-être 10, 20 variables, il n'y en a pas non plus des centaines. D'accord. Qui ont été testés. Costaud. Et toi, Étienne, c'est un sujet aussi, la prévision des ventes au sein d'Auchan? Alors nous, la prévision des ventes, c'est un sujet, mais qu'on n'arrive pas à adresser aussi bien que vous êtes en train de le faire. Nous, aujourd'hui, on est de plus en plus focalisé sur la gestion de l'assortiment.
pour réussir à jongler en quelque sorte au milieu de l'inflation que nous ressentons tous. Nous, la manière dont les choses se font, c'est vraiment, on est en plein dans cette période dans laquelle on est obligé de réinventer un business model qui est celui de l'hypermarché quand même pour Auchan, avec une offre de produits qui était énorme. Je pense que, je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle, je vous le conseille, allez faire un tour chez Auchan. On a des produits magnifiques, mais vous verrez aussi qu'on en a des quantités et une offre qui est absolument incroyable par rapport à la concurrence aujourd'hui. Et c'est ce travail sur l'offre qu'on doit faire aujourd'hui pour être capable de mieux comprendre les attentes du consommateur, qui porte aujourd'hui de plus en plus dans cette période inflationniste sur le prix. Tu me prenais l'exemple des blancs de poulet aussi, on en a parlé un petit peu aussi avec Samir. Je ne sais pas si tu veux raconter l'anecdote justement sur la visite avec le PDG. Si, on essaie de faire tous des visites assez régulières dans nos magasins. On va essayer de filer un petit coup de main aussi de temps en temps et tout le monde s'y met. Et donc la dernière fois que notre PDG est allé dans un magasin, il était affecté au rayon des libres services avec les blancs de poulet. Et il a complètement halluciné de voir le nombre de marques différentes, de formats différents, de poids différents. Et finalement, le constat qu'il a dressé, c'est que cette offre, qui était pléthorique, devient complètement illisible pour le consommateur, si même nous, on n'est plus capable d'expliquer à un consommateur quel est le produit dont il a besoin. Et c'est pourquoi faire tout ça finalement, en tout cas toi Étienne, sur l'assortiment, c'est à quel objectif? Alors sur l'assortiment, c'est bien évidemment de réussir à rationaliser l'assortiment. On passe d'un modèle d'hypermarché à un modèle où les consommateurs aujourd'hui, en particulier dans les centres-villes, sont de plus en plus appétents pour des petites surfaces. Donc il faut qu'on apprenne à gérer ces unités de besoin. Il s'agit aussi de rationaliser notre offre pour être capable de faire de la livraison à domicile. Aujourd'hui, on est un petit peu à la traîne par rapport à certains concurrents. Et ça tient en grande partie sur le fait que nous ne sommes pas capables d'adresser une offre cohérente et complète sur certains canaux digitaux ou sur certaines zones. Et donc rationaliser, comprendre la substituabilité des produits, ça nous permet de gérer cette livraison à domicile plus facilement. Troisième impact, de réussir à gérer les chocs sur les chaînes d'approvisionnement. Je pense qu'on les traverse tous en ce moment. Alors ça se calme un petit peu, mais on n'est pas très confiant non plus sur l'avenir. Donc on se dit qu'il faut qu'on soit capable de remplacer des produits pratiquement au pied levé dans des magasins. Donc quel produit peut être remplacé par quel autre, pour quels besoins, est-ce que les besoins sont cohérents, etc., etc. Et puis ensuite, dernier impact, on a un engagement assez fort vis-à-vis de nos consommateurs, de les aider à consommer de manière plus saine et équilibrée. Et parfois, quand on achète des recettes toutes faites, eh ben, on peut proposer des produits frais qui permettent de réaliser la recette, avec en plus un impact positif sur le panier au passage en caisse. Génial. Et toi, de ton côté, Elodie, ça sert à quoi? On voit un petit peu à quoi ça peut servir les prévisions des ventes, mais j'ai l'impression que selon les services, l'objectif est un peu différent. L'objectif est assez différent. J'ai envie de dire, sur le web, quand on essaie de regarder ce qui va se passer, quand on essaie de prédire ce qui peut se passer à la fin du mois, j'ai envie de dire, l'objectif premier, c'est de faire mentir cette baseline, hein, et donc de trouver comment faire en sorte que la prophétie ne se réalise pas ou se réalise en mieux. Donc ce serait le premier objectif. Sur la supply, c'est vraiment un enjeu de planification, d'optimisation. Plus on est juste, mieux on maîtrise le staffing, et quelque part, plus on optimise ou plus on anticipe le staffing, plus le modèle économique aussi est intéressant, puisqu'en fait, c'est toujours plus compliqué de staffer en last minute et plus coûteux. Et côté suivi plus long terme, c'est plutôt s'assurer quelque part que la trajectoire... Là, c'est vraiment plus se garder une idée, de voir si on est quelque part dans les lignes. Mais en effet, les enjeux et les usages peuvent être assez variés. Oui, c'est ça. Et tu me parlais justement des aspérités, tu en as un peu touché deux mots à l'instant sur la crise prédictive post-Covid qui est un peu derrière vous. Est-ce que tu as d'autres aspérités intéressantes, justement d'autres complexités dans la construction de cette prévision des ventes? Alors, en effet, le Covid, ça a été un sujet. Là, j'ai vraiment l'impression... Enfin, franchement, ça nous a animés beaucoup les années passées. C'est plutôt bien géré, avec des régresseurs ou prédicteurs qu'on maîtrise. Après, on n'est jamais à l'abri d'aspérité. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. Nous, dans nos modèles de prévision, on intègre les effets de soldes. Et ce qui a été intéressant, par exemple, c'est qu'on a vu des comportements clients sur les soldes d'été, si je ne dis pas de bêtises, été 2022, qui ont été très différentes des comportements des soldes durant les périodes promotionnelles précédentes. Donc ça, nos modèles, ils avaient un peu moins capté les jours où on allait avoir les pics de vente, etc.
Et donc, voilà, on réajuste quelque part, on réajuste en permanence. Mais c'est un exemple d'aspérité qui, en dehors des gros enjeux et des grosses transformations qu'on voit en ce moment, Covid, contexte macroéconomique, qui peuvent aussi survenir. Parce que dans le métier de Maison du Monde, la remarque que je me faisais, c'est que finalement, les produits que vous vendez d'une saison à une autre sont différents. Il y a des effets collectionning par rapport au blanc de poulet qui finalement va rester, si je reprends l'exemple, toute l'année dans les rayons. Ça vous pose pas de problème justement sur la prévision des ventes ? Ça dépend à quelle granularité on se place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande quand même des granularités par rapport aux usages que je décrivais, qui sont quand même à la famille produit. On n'a pas forcément des besoins au produit, mais auquel cas, on a quand même des contextes, des cas de figure où on peut gérer. Donc, sur la famille au global, on prend les notions de largeur d'offre, etc. Il n'y a pas forcément de sujet. Et après, on a quand même une part. Alors, bien sûr, on a toujours des nouveautés. On a aussi ce qu'on appelle des nouveautés, mais qui relèvent plutôt de produits améliorés. Et donc, du coup, c'est des évolutions. Donc, on ne part pas non plus sur un historique avec un produit qui n'existe pas. Enfin, il y a quand même déjà une baseline qu'on peut capitaliser. Et après, il y a toujours les nouveautés qui sont forcément des cas particuliers où là, il faut adapter les modèles. Mais on n'a pas... en tout cas dans nos usages clés et dans les attentes les plus fortes vis-à-vis de ces prévisions, comme on n'est pas forcément à la maille produit, finalement on a un impact qui est maîtrisable. D'accord. Et est-ce que tu t'appuies sur d'autres d'autres sources de données ? Tu parlais de plusieurs modèles, de centaines de variables. Il y a des éléments justement sur lesquels tu t'appuies pour projeter ces prévisions ? Alors, nous, on utilise beaucoup forcément l'historique, plusieurs années d'historique de la donnée, une correction des régresseurs et des variables qui consistent à corriger les effets Covid. On a pris en compte le nombre de magasins ouverts, etc., les heures d'ouverture. On peut prendre en compte, finalement, on a aussi modélisé toute l'intensité proportionnelle qu'on peut appliquer. Donc ça, c'est des choses que l'on intègre. Et voilà, ça va être quand même ça va être beaucoup ça, les choses autour du stock, forcément. On est plutôt sur des prévisions, sauf si on est sur des prévisions à court terme, on ne va pas forcément intégrer la météo, donc on ne l'utilise pas beaucoup, mais ça pourrait faire partie des choses qu'on utilise, notamment si on voulait vraiment prédire du chiffre à très court terme. Donc, et de toute façon, c'est un projet qui est encore complètement en pleine évolution en ce moment. Donc justement, on a identifié tout un tas de facteurs et de critères et de variables potentielles qui sont susceptibles d'impacter la performance de ces modèles. Et ça fait partie aussi des choses dans la trajectoire qu'on valide en comité d'engagement, où on se dit, voilà, là je pense que peut-être il y a encore une granularité à travailler. Là, on se dit qu'il y a un effet qu'on n'a pas forcément modélisé. Et on tranche ensemble. Et c'est des choses sur lesquelles on itère. D'accord. Vous l'enrichissez au fur et à mesure des comités, etc. Oui, tout à fait. Super. Étienne, de ton côté, sur l'assortiment, c'est quoi les aspérités justement de ce modèle ? Qu'est-ce qui t'a permis de le construire ? Alors, ce qui nous a permis de le construire, c'est bien évidemment l'historique de nos ventes. Nous, la chance qu'on a sur ces produits, c'est qu'on peut fonctionner pratiquement qu'avec des données en interne. C'est des données de vente, des données de carte de feed. Et finalement, le modèle, il n'est pas très compliqué en lui-même. C'est plus un calcul de substituabilité entre les produits par rapport à ce qui se trouve dans un panier. Aujourd'hui, tout le marché le fait. On n'a pas spécialement là-dessus de difficultés. Les difficultés qu'on va rencontrer dans le monde du retail sur un sujet comme ça va plutôt être la connaissance des catégories managers ou des acheteurs sur certaines catégories. Par exemple, si on prend le maquillage, c'est quelque chose qui est peut-être assez connu dans le monde du luxe, mais peut-être pas chez tous les retailers. On a eu des belles surprises parce qu'on se rend compte qu'en termes de merchandising, pour vendre 2 tons de maquillage, il faut en proposer 40 aux consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de présentation, de merchandising, tout simplement. Et c'est ces 40 tons de maquillage qui ne sont donc pas utiles dans les assortiments qui vont faire que, globalement, avec l'effet de halo, l'assortiment va être rentable. Donc il y a des effets comme ça qu'il faut qu'on apprenne à prendre en compte. Donc là, je vous parle du maquillage parce que le sujet est assez bien documenté. Il y en a plein d'autres, on en a sur le saumon, on en a sur plein d'autres sujets. Et l'autre aspect qu'il faut qu'on arrive à mieux maîtriser, c'est la complémentarité ou l'exclusion d'un produit par rapport à un autre, avec des effets de marque qui peuvent être plus ou moins forts. Il y a quelques années, le cas Ricoré avait été bien documenté sur le fait que c'était un produit qui était finalement assez peu substituable. Aujourd'hui, on a plus de difficultés sur des catégories comme le café, par exemple, où, selon la marque du café, des capsules Nespresso ou des capsules autres que Nespresso, les produits ne sont pas du tout substituables. Et donc là-dessus, comment constituer son offre
avec à chaque fois un impact local qui est très différent. Et donc la richesse du modèle, elle est plutôt là-dedans. Et c'est ce qu'on est en train de travailler effectivement. Et si je me trompe pas, tu te reposes aussi sur l'élasticité Ouais. que vous avez justement créé plutôt à destination de la gestion des prix sur ce sujet. Oui, oui. Les prix dans la grande distribution sont quand même fonction des négociations annuelles. Donc on sait que comme on a acheté les produits, on a des barrières à ne pas dépasser. C'est très encadré aussi légalement. Donc on a bien évidemment ce calcul qui rentre en ligne de compte parce que les produits qui peuvent apparaître substituables peuvent avoir des effets d'affichage de prix qui sont complètement différents et qui vont rendre effectivement que les produits absolument pas substituables alors qu'ils pourraient l'être autrement. Donc c'est le fameux effet de halo aussi. Et c'est là où on retrouve encore un effet de halo. Il y en a à plusieurs endroits. Il y en a Ouais. sur les largeurs de gamme, il y en a sur les effets de prix, effectivement. On en a aussi sur qui sont en fait contraints par les engagements que l'on a nous aussi vis-à-vis de nos fournisseurs. Ça n'a pas l'air simple à construire tout ça quand même. Non, alors encore une fois, la chance qu'on a, c'est qu'on peut le construire sur des données qui sont uniquement en interne et qu'on n'a pas eu besoin d'aller chercher des données beaucoup trop riches à l'externe. L'autre chance qu'on a, c'est que, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut le construire avec le métier. Et c'est un métier qui a 50 ans d'expertise sur la manière de construire un assortiment. Donc cette richesse métier, elle vient enrichir nos modèles. On essaye de s'y calquer. Et nous, de notre côté, on essaye de rendre ce travail humain beaucoup plus facile et beaucoup plus précis dans son appréciation de ce que cherche le client finalement dans nos magasins. Donc vous n'êtes pas allé chercher finalement, je ne sais pas, les données de la concurrence aussi, les données plutôt de zone de chalandise. Alors pour le coup, ça, on commence à enrichir les modèles avec, parce qu'effectivement, selon si vous êtes tout seul à 20 km à la ronde dans un grand hyper, ou si vous êtes dans un centre-ville où tout le monde essaye de se placer, on ne va pas du tout avoir les mêmes effets de concurrence. Et donc on a des modèles qui parfois n'expliquent pas certains résultats, ou les résultats sont mauvais, et qui deviennent bien meilleurs quand on fait rentrer en ligne de compte qu'on a nos collègues de Leclerc ou de Super U qui sont juste à côté. Et donc c'est bien évidemment quelque chose avec lequel on va chercher à enrichir les modèles, mais ça va demander encore pas mal de boulot. Parce que tu me parlais de la technique de Walmart pour justement enrichir les modèles sur la zone de concurrence. Tu veux peut-être en parler pour Alors, partager la bonne pratique. Ça nous a été rapporté. Alors, a priori, ils l'auraient fait. On ne sait pas s'ils vont industrialiser la méthode, mais effectivement, Walmart, il y a une méthode assez simple pour savoir si votre hypermarché marche bien. C'est vous regardez la tête de vos parkings. Si les parkings sont remplis, c'est que l'hypermarché va bien. Si les parkings sont vides, c'est que l'hypermarché va très mal. Et on nous a rapporté que Walmart s'était amusé à aller photographier avec des satellites de compagnies privées les différents parkings de supermarchés qu'il y avait aux États-Unis. Alors, ils n'ont pas du tout les mêmes structures. Nous, on a plusieurs niveaux généralement dans les parkings d'hypermarchés. Eux, c'était pas du tout ça, mais ça vous montre l'impact que peuvent avoir ce genre de données sur des modèles derrière de data science qui sont finalement loin du cœur de métier. Bon, on garde ça pour plus tard quand même. On verra. Et peut-être pour finir, on parlait de zone de chalandise, et c'est vrai que tu as un effet géographique qui est hyper important dans la gestion de l'assortiment. Si on parle en effet de beurre salé en Bretagne, par exemple, ça va avoir un impact plus fort que dans la région parisienne, par exemple. Alors effectivement, l'exemple du beurre salé, tout le monde voit bien à quoi il correspond en France. On a d'autres effets un peu de tous les aspects. Donc le beurre salé parle assez facilement. Il faut savoir qu'une grande partie de notre offre aujourd'hui est la curation est faite par les magasins au plus proche des producteurs locaux. Donc ça, c'est un modèle qu'on cherche de plus en plus à déployer, à la fois parce qu'il raccourcit les chaînes de logistique, mais aussi parce qu'on est persuadé qu'il apporte une plus-value pour nos clients. Et donc, selon la région dans laquelle vous êtes, selon les habitudes de consommation dans une région donnée, on va avoir tendance à vouloir développer des filières et donc à renforcer la présence de certains produits. Par exemple, le porc alsacien, en ce moment, on travaille dessus, ou le veau dans l'Aveyron, ce genre de sujet. Et tout ça, bien évidemment, va impacter les scores de substituabilité qu'on va avoir d'un produit à un autre, selon la région, voire selon la ville dans laquelle on se trouve. En effet, c'est pas si facile que ça, vous le comprenez. Si on parle peut-être d'impact de tout ce que vous faites justement au quotidien, de ces applications utiles et d'évolution, c'est quoi d'après vous les évolutions majeures que vous avez constatées ces dernières années sur ces applications? Peut-être Elodie pour commencer.
Déjà dans les évolutions majeures, je pense qu'aujourd'hui on a quand même des solutions, que ce soit des algorithmes ou des solutions techniques. Je pense qu'il y a beaucoup moins de sujets qu'il n'y a eu autour de ça, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui sont très performants, que ce soit des algorithmes de deep learning. Alors là, je pense que tout le monde entend maintenant parler de ChatGPT là depuis quelques jours, quelques semaines, mais ça montre bien quand même qu'on a des choses qui sont qui sont quand même assez impressionnantes. Donc je dirais premier sujet. On a aussi passé techniquement en tout cas le cap du passage à l'échelle. Quand on se parlait nous de 40 modèles en production, on a quand même intérêt à être assez agile aussi pour réagir à ces demandes de granularité nouvelles, etc. du métier. Donc ça c'est pareil, c'était un énorme pain point les dernières années. Et je pense que aujourd'hui, celui qui veut s'équiper, s'outiller, il a aussi les bons moyens et les bons outils pour le faire. Je trouve qu'il y a un rapport aussi très différent qui va peut-être avec qui accompagne cette massification du nombre de modèles. C'est le rapport à, j'ai envie de dire, l'explicabilité. C'est-à-dire qu'on a eu donc tous ces modèles de deep learning là, qui fonctionnent très bien dans toutes les compétitions, etc., qui prédisent très bien, mais qui sont aussi très opaques. Et donc, il y avait une forme ou de défiance, ou en tout cas, il y avait un besoin d'aller comprendre pourquoi ce modèle qui prédisait bien, en tout cas, prédisait ça. Et ça, sur l'explicabilité, je pense que on va avoir tellement de modélisation que on pourra plus se permettre d'aller essayer d'expliquer tout. Donc, je pense que le rapport à ça, au besoin vraiment de comprendre le pourquoi de cette prévision-là, il est en train de bouger. Et je trouve qu'il y a eu un gros sujet autour de la démocratisation. C'est-à-dire qu'on se parle d'outils, de briques, d'algorithmes extrêmement complexes, mais il y a une espèce de démocratisation dans l'usage ou dans la démocratisation de l'accès à ces algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a eu des surcouches, il y a quand même une communauté open source très active, des outils qui facilitent, et donc on arrive aussi à exploiter, utiliser, échanger avec ces briques algorithmiques beaucoup plus facilement. Donc ça libère aussi et ça démultiplie la possibilité d'usage, en tout cas. Et ça, c'est des outils externes ou c'est des outils que vous développez vous-même? Non, justement, c'est là où il y a quand même alors, on peut évidemment toujours développer des choses en interne, il y a toujours un sujet de make or buy, mais justement, il y a des briques qui existent, ou des outils marchés, des briques open source, une communauté active qui nous permettent quand même de capitaliser sur des choses qui existent là et que nous, on peut utiliser pour avoir plutôt surtout la partie, on va dire, les customisations, mais pas développement depuis zéro. D'accord. Ouais, tu me parlais de Prophet, c'est ça que... Alors, je parlais de Prophet, Ouais. qui est un algorithme. Alors, nous, on est très dans les oracles, la prophétie, etc. Mais Prophet, c'est l'algorithme de Facebook, créé par les équipes R&D de Facebook, à la base créé par et pour Facebook, qui a été mis en open source, mis à disposition en 2018-2019, je dis peut-être une bêtise sur la date, mais du coup qui est un modèle qui fait partie des modèles de séries temporelles et donc qui sont capables de faire des prévisions sur l'avenir en regardant ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est des modèles qui intègrent, enfin en tout cas ce framework Prophet, il intègre déjà des choses assez, on va dire, clés en main. C'est-à-dire qu'il prend en compte, il capte en gros sur une série, j'en sais rien, de chiffre d'affaires, les grandes tendances de l'évolution, les moments de rupture. On peut intégrer tous les effets calendaires et ça c'est déjà quasiment packagé dans l'outil et dans le framework. Et puis nous, on peut rajouter à la marge les variables, les critères qui nous paraissent clés pour notre contexte Maison du Monde. Et c'est là où nous, on va agir aussi en travaillant avec le métier pour bien comprendre comment on modélise ces effets-là. Mais on ne capitalise pas sur rien, on capitalise quand même sur un outil qui a fait ses preuves et qu'on vient quelque part utiliser et ajuster à la marge pour que ça colle à nos propres enjeux. D'accord. Étienne, toi, c'est la même chose. Tu vas utiliser un peu des outils externes comme ça. Tu rejoins Élodie sur le sujet? Alors nous, on va aussi utiliser pas mal d'outils externes. Alors nous, pour le coup, on est très orienté Google. On a une stack très, très Google, comme beaucoup de gens dans le retail. Il y a pas mal de choses qui sont effectivement pré-packagées. Il y a pas mal de choses qui sont natives dans les plateformes. Je rejoins tout à fait ce que disait Élodie sur le fait que la démocratisation, elle est vraiment rapide et aujourd'hui, elle est outillée pratiquement, encore une fois, nativement, en particulier sur les sujets de qualité de données. Bien sûr, ça reste un axe de travail, mais c'est un axe de travail qui devient de moins en moins douloureux à traiter. Je partage aussi sur le fait que cette démocratisation, elle a lieu partout dans l'entreprise et la prise en compte tout simplement que
tous ces outils en fait sont devenus quotidiens. Il suffit que vous regardiez votre téléphone portable pour comprendre qu'en fait ça va finir par arriver dans votre quotidien. Le bémol que je mets quand même à cette massification, c'est aujourd'hui la régulation qui est en train d'arriver, ou en tout cas pour nous, dans la grande distribution, ça va avoir un impact assez fort, en particulier sur ce que nous pourrons faire en termes de modèles vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs, envers lesquels on va avoir une obligation d'auditabilité et d'explicabilité des modèles. Donc dans le même temps, on est capable de produire des modèles de plus en plus performants, de moins en moins chers, mais toujours black box. On va avoir des contraintes assez fortes sur notre capacité à pouvoir les mettre en production dans nos relations avec nos clients ou dans nos relations avec nos fournisseurs. Et ça, c'est sur quoi? C'est sur justement, en effet, tu parles du fait que la maturité des collaborateurs fait qu'ils acceptent de plus en plus ces modèles-là, mais à l'inverse, tu vas être obligé de les expliquer et d'expliquer les différentes variables qui les composent, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on pourrait presque dire que d'un côté, les collaborateurs acceptent de plus en plus les modèles, et de l'autre côté, les consommateurs ou les fournisseurs les acceptent de moins en moins. Donc, il va falloir qu'on apprenne à gérer cette dichotomie. Ça veut dire que tous les modèles black box, je pense qu'ils ont des beaux jours devant eux, en particulier sur les chaînes logistiques, sur les chaînes, on va dire, qui sont très internes à l'entreprise. En revanche, on va être obligé de mettre un peu le frein sur les sujets vis-à-vis de nos consommateurs. Et on le comprend tout à fait. Il faut qu'on soit capable de leur garantir un certain nombre de choses et de leur expliquer ce qu'on est en train de faire avec les données qu'ils viennent de donner en interne. Et de ton côté, Elodie, tu considères aussi que les collaborateurs de Maisons du Monde acceptent de mieux en mieux aussi la data dans leur quotidien, en particulier les experts métiers? Je pense que ça rentre quand même de plus en plus dans les mœurs. Nous, on est, comme je le disais, on va dire historiquement, et peut-être comme beaucoup de retailers, quand même très consommateurs de données. Je pense que la data science et tout ce qui est prédictif, voire prescriptif, c'est quand même une place à part. C'est complètement différent d'utiliser la donnée pour je sais pas, se rassurer sur une approche, une opération qu'on a pu lancer, que de se dire je suis aussi drivé par la data pour prendre telle ou telle décision. Donc je trouve qu'il y a quand même une maturité qui évolue. C'est aussi, ça nécessite quand même pas mal d'acculturation. Et donc nous, on a quand même autour de ça, on a une place particulière qu'on doit trouver, définir pour tous ces outils data science. Et donc on est un peu, j'ai envie de dire, on n'a pas un pas de côté, mais on les positionne, ces outils, comme des oracles, pour revenir sur le mot. Mais c'est qu'on vient plutôt, en fait, la façon dont on les présente au métier, c'est que ça vient leur apporter un éclairage, mais on laisse quelque part le métier, les experts métiers à la fin, valider ou pas qu'ils sont complètement en phase avec le résultat. Et donc, ça, de toute façon, je trouve que ça permet la bonne gouvernance et le juste milieu pour ne pas imposer, mais aussi quand même acculturer et permettre cette exploitation de la data. Et puis, ça nous permet quand même ça me paraît intéressant parce que le prédictif n'est pas non plus magique. Et on sait qu'il y a toujours, je parlais des effets sols tout à l'heure, mais il y aura toujours des effets qui ne sont pas forcément bien captés par le modèle. Et c'est quand même bien que le métier puisse à la fin trancher et dire oui, non, là je suis sur un scénario, une proposition de prévision qui me paraît complètement tangible. Là, oui, mais je pense que quand même, au vu du contexte, etc., je pense qu'il faut il faut réviser un peu ce que nous sort le modèle en output. C'est comme ça que tu crées de l'adhésion, en effet, avec les équipes. Oui. Tu les forces pas à l'utiliser, dans Non. tous les cas, c'est elles qui ont le dernier mot, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on revient, en effet, après la prophétie, c'est les oracles. Moi, j'aime bien ce nom. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a présenté en interne au début, de façon un peu... c'était un peu le jeu de mots, mais ça a plutôt bien pris de le présenter comme ça. Ça correspond bien à la situation et à l'usage et l'adoption qui est faite aujourd'hui. Génial. Étienne, de ton côté, comment ça se passe justement? Tu parlais d'acceptation en effet des collaborateurs. Comment tu as fait justement? Parce que je suppose que ça ne vient pas du jour au lendemain, cette acceptation. Non, elle ne vient pas du jour au lendemain. En fait, ça dépend un peu de la population qui est ciblée. C'est-à-dire que la plupart des algorithmes aujourd'hui, ils vont s'intégrer dans le quotidien des collaborateurs, dans des applications qui doivent s'intégrer avec l'IT, basiquement. Et là-dessus, il y a une vraie démarche de change management à mettre en place, avec tout d'abord la prise en compte par les équipes qui vont développer la solution de ce que fait au quotidien le collaborateur, réaliser en quelque sorte un assessment pour voir est-ce qu'on est capable d'automatiser, est-ce qu'on est capable de rajouter un algorithme par-dessus.
Et puis bien évidemment, accompagner tout au long du déploiement ce genre de choses. Ça devient particulièrement critique quand on est sur des populations extrêmement nombreuses. Nous, par exemple, on a 60 000 personnes dans les magasins. Quand on met en place un nouvel algorithme sur des réassorts dans le magasin, ça va être utilisé par 60 000 personnes. Il faut absolument avoir pris tous ces effets en compte en amont. L'autre impact que ça va avoir et l'autre accompagnement souvent dont on a besoin, c'est le sponsorship de nos RH. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on crée de nouveaux algorithmes sur une manière de regarder en fait une situation, on va produire de nouveaux KPI dont les gens n'avaient pas l'habitude tout simplement. Et c'est extrêmement important, si on veut que nos collaborateurs regardent les KPI qu'on leur fournisse, qu'ils soient incentivés dessus et non pas sur d'anciens KPI qu'ils avaient l'habitude de regarder. Sinon, on se retrouve avec ce qu'on a beaucoup vu dans l'IT, c'est-à-dire des utilisateurs qui sont finalement pas si heureux que ça et qui vont chercher à tordre l'outil dans tous les sens pour montrer qu'ils font bien mieux leur travail sans. Ce qui m'avait marqué aussi dans les discussions qu'on avait eues ensemble, c'est que tu parlais en effet de process et de project owner. C'était vraiment et le process owner était aussi important que le project owner. Oui, tout à fait. C'est, pour nous, le project owner ou le product owner, ça va être quelqu'un qui va nous aider dans la construction d'un outil. Là où le process owner, c'est vraiment celui qui va gérer au-dessus les relations d'interdépendance des différents métiers entre eux. Par exemple, quand on regarde le métier de l'assortiment, la personne qui va finalement mettre en rayon les produits, elle dépend du catégorie manager, elle dépend de l'acheteur, elle dépend de la logistique, elle dépend d'absolument tous les autres métiers de l'entreprise. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui existe dans l'entreprise, qui est identifié, qui est légitime pour porter le sujet, ou au contraire pour challenger les équipes data, avec la crédibilité qui lui vient souvent d'une expérience assez longue, on a de forts risques à la fois de tension entre certaines équipes parce que leurs besoins n'ont pas été pris en compte, mais surtout on a un défaut d'arbitrage à un moment donné qui rend l'application inutilisable. Ouais, c'est bien ça. Et justement, si on rebondit peut-être et on continue sur les prérequis pour des applications qui fonctionnent vraiment, est-ce que vous avez justement des prérequis qui semblent indispensables? Parce que c'est vrai qu'entre le rêve et la réalité pour les applications qui fonctionnent, il y a souvent un gap. Élodie, peut-être, qu'est-ce que tu conseillerais justement en termes de prérequis? Déjà aujourd'hui, je trouve que finalement le sujet est beaucoup moins technique qu'il y avait quelques années. C'est-à-dire que cette année, je pense la faiblesse peut-être technique, les difficultés qu'on avait pour avoir des solutions qui nous permettaient de passer à l'échelle, etc., faisait que peut-être beaucoup de sujets data science s'arrêtaient en phase de pilote et puis ça ne s'incarnait pas concrètement pour les collaborateurs. Aujourd'hui, je pense que cette étape-là, elle est quand même franchie. Donc, techniquement, la difficulté, en tout cas, est plus derrière nous que devant nous. Évidemment, la qualité de données pour lancer des use cases, elle est clé. On sait qu'il y a toujours des problématiques de qualité de données, mais là encore, je pense qu'on peut s'équiper de plus en plus pour maîtriser cette qualité de données. Donc, je trouve que finalement, le prérequis, c'est finalement beaucoup plus les sujets humains. Donc déjà, je trouve que c'est quand même super important d'être orienté, d'avoir une approche, on va dire, produit, mais quand je dis une approche produit, pas forcément au sens des architectures dont on parle beaucoup en ce moment, mais plutôt au sens être orienté utilisateur final. C'est-à-dire que moi, je peux encore avoir la crainte aujourd'hui, quand on se parle d'un futur use case data science, l'idée, c'est pas que je leur livre un algorithme. Je pense qu'il y a quand même un peu encore la défiance vis-à-vis de ça. C'est comment je suis capable, si je fais quelque chose, notamment, même si ça va être des briques open source, mais si je fais quelque chose en interne, de proposer à la fin une solution qui est quand même adaptée à l'utilisateur métier final et avec lequel il pourra interagir de façon autonome. Donc ça, c'est tourné vers l'utilisateur final. Et quand je dis l'humain, c'est beaucoup acculturé. C'est aussi... nous, on a aussi encore les sujets de périodes un peu complexes où il y a une urgence et là il va falloir encore nous demander le modèle data science et là je vais dire bon, même si on a gagné quand même beaucoup en agilité, ça peut pas se faire en 3 jours. Donc il y a quand même une acculturation sur ce que c'est, pourquoi ça peut se tromper, le temps que ça prend. Donc voilà, sujet de l'humain. Et sujet de l'humain, en tout cas, je dirais que c'est... si je regarde ce qu'on a fait chez Maisons du Monde depuis 1 an et demi, je pense là où on a pu se tromper, c'est quand on a fait, j'ai envie de dire, pas de la data pour de la data, mais quand on a lancé un use case et que l'usage ou la stratégie d'utilisation n'était pas claire derrière.
Et donc là, c'est là où souvent ça a été la plus grande difficulté. Donc je dis en tout cas nos plus gros ou échec, ou en tout cas la plus grosse difficulté n'était pas le facteur technique, c'est plus le facteur d'organisation et autour de l'individu. Ok, et comment tu fais pour diffuser justement cette bonne parole au sein de Maisons du Monde? C'est via les comités et après Alors, il y a les comités et après, on essaie de former pas mal. Et puis, on va accélérer sur cette démarche-là, puisqu'en fait, là, cette année, on incarne, on va inscrire cette volonté de travailler beaucoup plus et de sensibiliser beaucoup plus à tous ces sujets-là avec une initiative orchestrée qu'on appelle la Data Academy. Et donc, en fait, qu'on a vocation à proposer, et où on va embarquer l'ensemble des collaborateurs du groupe, donc à la fois des gens très opérationnels qui pourront être beaucoup plus formés sur des briques, on va dire, d'expertise technique, mais aussi sur du top management, même si la culture data, elle est déjà présente, mais pour aller plus loin, en tout cas, dans ce partage de bonnes pratiques, et puis embarquer tout le monde sur ce que peut être la complexité de ces projets. D'accord, super. Donc ça passera par quoi? C'est des formations de e-learning? En construction, même s'il y a déjà des choses en cours, mais c'est pas mal de formations, à la fois justement du e-learning, sur notamment les modules, on va dire les premières briques qui ne nécessitent pas forcément d'avoir des formations en présentiel. Et voilà, qui peuvent en tout cas permettre un premier niveau d'accès à l'information pour tout le monde, des formations et des sessions différentes selon les publics, et puis on a aussi un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille. On est aussi très amis avec Google, on a un réseau de partenaires sur lesquels on s'appuiera aussi pour enrichir notre offre de formation sur les sujets data. Ok, génial. De ton côté, Étienne, quel conseil tu donnerais justement aux retailers qui sont présents dans la salle pour être plus efficaces dans leur applicatif data? Alors, je pense que le conseil le plus important, c'est on ne fera rien sans le métier. C'est-à-dire que quel que soit le sujet que vous cherchez à adresser, adressez-le avec le métier. Et si vous n'avez pas le bon niveau de sponsorship avec ce métier, honnêtement, il vaut mieux passer à autre chose. Je n'ai jamais vu un sujet marcher dans aucune entreprise, dans aucun secteur, où on arrivait à déployer des algorithmes et à les faire adopter quand on n'avait pas le bon niveau de sponsorship. Donc ça, ce serait vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas chercher à complexifier les choses. Je pense que le monde qui nous entoure est suffisamment complexe en ce moment. Il faut au contraire chercher à commencer sans doute petit. Nous, on appelle ça des toy modèles. C'est des petits modèles un peu joués. C'est une représentation très grossière de la réalité, mais en fait, si on arrive à commencer à tirer des enseignements de modèles très simples, ça devient facile de les enrichir. Parce que la base est saine et derrière, on peut construire. Donc c'est des relations de cause à effet assez simples qui doivent être recherchées. Et encore une fois, il faut le faire avec le métier parce que bien souvent, on va se rendre compte qu'on va passer à côté d'effets très importants qu'on ne peut pas voir dans la donnée, parce qu'il n'y a pas tout dans la donnée. Et il faut vraiment se faire accompagner. Et je crois que c'est ce que vous avez fait aussi sur votre projet assortiment, c'est que vous n'avez pas commencé avec la grosse Bertha avec des centaines de variables. Et c'est un peu ce que disait aussi Elodie à l'instant, c'est que finalement, il faut y aller étape par étape, tester le modèle, finalement l'enrichir au fur et à mesure. Tu conseilles la même chose de ton côté? Oui, bien sûr. Nous, on a commencé sur le modèle d'assortiment. On a juste pris les tickets de caisse dans certains magasins et on avait découpé la lecture en regardant la taille des magasins. Est-ce que c'était un hyper, un super? Est-ce que c'était un drive piéton? Ce n'est pas les mêmes assortiments. On a essayé bien évidemment de partir sur des catégories qui étaient partout présentes les mêmes. Et en fait, on a commencé à voir qu'il y avait des effets qui étaient intéressants. Ensuite, on a étendu à d'autres catégories. Il y avait des catégories, ça marchait très bien. Il y avait des catégories, ça ne marchait pas du tout. Donc là, on s'est fait aider par le métier. On a essayé de comprendre ce qui se passait. On a redécoupé le modèle. Et je pense que c'est vraiment une approche qui apporte à la fois du sens au métier parce que ça lui montre que son expertise, elle est valorisable à travers des algorithmes. Et c'est extrêmement très valorisant pour nos collaborateurs au sein de la data qui participent vraiment à la transformation d'une grande entreprise dont le métier est d'acheter et de vendre de produits. Je vois qu'il nous reste 6 minutes. On a un compteur hyper précis, hein, c'est pour ça que je suis si précis aussi. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez. On va sans doute avoir le temps d'en prendre une ou deux. En parallèle, moi, ce que j'aimerais bien vous demander aussi, parce que c'est bien de savoir ce qu'il faut faire, mais ce qui est aussi toujours intéressant, c'est savoir les choses à ne pas faire. Donc, est-ce que vous avez des exemples d'échecs cuisants que justement il faut surtout pas reproduire?
Nous, on a, alors, comment dire, on peut toujours voir les choses d'un côté ou de l'autre, mais moi, j'ai quand même un exemple d'échec, on va dire cuisant, en tout cas, qui rejoint le cas de figure que j'évoquais tout à l'heure. C'est finalement un projet qui techniquement n'était pas forcément très complexe. C'était un projet de segmentation marketing, et sauf que l'usage de cette segmentation derrière, il n'était pas du tout clair pour le métier, qui nous avait quand même demandé la segmentation. Mais en fait, c'est que vouloir une segmentation, si je ne sais pas derrière comment je vais l'utiliser, etc., du coup, on l'a jeté. Voilà. Ouais, ouais, je comprends. Et tu me disais justement, il n'y a pas de data sans plan d'action chez Maison du Monde, et ça reflète aussi un peu ça. Oui, c'est ça. On essaie d'avoir le plan d'action derrière. Donc ça, déjà là, on a réussi à avoir, on va dire, un échec, alors qu'on était quand même assez conscient que l'objectif derrière et l'usage n'étaient pas clairs. Ouais. Donc normalement, on sait que ça peut pas marcher. On s'est quand même lancé. Mais oui, il faut que ce soit suivi de plans d'action. Ouais. Et puis en fait, c'est un cercle vertueux derrière. C'est que s'il y a plan d'action qui fonctionne, c'est aussi ça qui créera la confiance dans les futures initiatives data. C'est clair. Étienne, est-ce que tu as un exemple de ton côté ? Ouais, j'en ai un qui n'est pas trop récent, c'était pas chez Auchan. C'était auparavant, on travaillait sur des modèles de prédiction de vente où on était beaucoup moins fort. Et il y a une question qu'on a oublié de poser au métier, c'est jusqu'à quel point on a le droit de se planter. C'est-à-dire que quand on construit des modèles en data science ou en IA, il y a toujours un degré d'erreur. Et c'est très important de le prendre en compte parce que là, en l'occurrence, on essayait de prédire la vente de produits très volumineux, produits en toute petite série, voire à l'unité au moment de la commande. Et donc, on arrivait avec un taux de prédiction qui était de 90%. Sauf qu'en fait, les 10% restants ont créé un stock qu'on était incapable de stocker parce qu'on n'avait pas d'entrepôt prévu pour ça. Et là, généralement, ça se finit assez mal. Et donc, on a tout mis à la poubelle assez rapidement. En effet, bon voilà, vous savez ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Je vais prendre une question du coup du public, celle de Sylvain Guibaud, merci pour la question. Sylvain vous demande, est-ce que le concept de la tour de contrôle en temps réel, c'est un rêve ou une réalité pour vous ? Alors, Je laisse y aller. sur la tour de contrôle en termes de gouvernance, je pense que c'est de plus en plus facile d'y arriver. Et en même temps, il y a une menace qui est en train d'arriver qui va rendre les choses plus compliquées. C'est facile parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a énormément de personnes qui sortent bien formées d'école, qui connaissent les frameworks actuels, et on a de moins en moins de mal à faire adopter une gouvernance dans les entreprises parce qu'il y a suffisamment de retours d'expérience sur l'absence de gouvernance pour que personne n'ait envie de passer par ces phases-là. Ce qui rend les choses de plus en plus difficiles, c'est en face de ça, le fait que la data s'est tellement démocratisée qu'on a de plus en plus d'outils low-code, voire no-code, qui sont utilisés par tout le monde dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui échappe complètement généralement aux équipes data, qu'on repère assez bien du côté IT, mais qui est assez dur à voir du côté de la data. Alors, nous, de notre côté, je te rejoins quand même sur le fait que c'est de plus en plus simple, dans le sens où il y a quand même une prise de conscience très globale autour de ça et on sait qu'il faut y aller. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des trous dans la raquette, mais il y a quand même un gros effort et des grosses avancées sur le sujet. Et pour Maison du Monde, nous, on a quand même la chance aujourd'hui, mais on est aussi plus petit qu'Auchan, d'avoir quand même une bonne visibilité transverse sur ce qui peut être fait dans les différentes équipes. Mais on n'a pas forcément la taille d'Auchan. Je pense qu'à l'échelle d'Auchan, ça doit être plus complexe de tout maîtriser. Moi, je pense qu'en tout cas, le Graal absolu ou la maîtrise totale de toutes les données, etc., c'est comme la qualité donnée. Je pense qu'il y aura toujours, il faut partir du principe qu'il y aura toujours des trous dans la raquette, mais on arrive quand même à mieux maîtriser ce qui existe et aussi à être beaucoup plus réactif pour gérer justement les failles et apporter des solutions. Génial. Alors, je sais pas, 1 minute 20, bon, ça va être un peu une question. Merci Michel, j'ai l'autorisation. Alors, elle est un peu complexe, hein. Moi personnellement, je ne saurais pas y répondre, donc je vous la pousse quand même. Toujours Sylvain, décidément. Quid de l'architecture de la gouvernance de la donnée entre architecture data mesh, VS data fabric, ou les deux ? Donc, je ne sais pas si je suis le seul à pas comprendre cette question. Je suis désolé si c'est pas. Je veux bien qu'en répondant, vous expliquiez un petit peu la différence, s'il vous plaît. Merci.
Alors, en tout cas, ça fait partie, en gros, la data mesh, ça va consister quand même à aller, à rendre le métier ou chaque équipe beaucoup plus autonome sur son pool de données et avoir la donnée comme un produit. Je dirais qu'aujourd'hui, cette réflexion autour de l'architecture globale des données, on se la pose évidemment. Aujourd'hui, on a un fonctionnement, on va dire, qui est très centralisé, avec toutes les données dans un data lake, et on est quand même organisé. Donc on n'est pas vers du data mesh, mais on a un petit peu des prémices dans la façon dont on a fonctionné juste là qui peuvent aller un peu vers ça. Mais on a quand même ensuite notre donnée au sein du data lake, donc tout est au même endroit, et du coup on a quand même des organisations ensuite par périmètre métier où on met à dispo des data marts ou de la donnée beaucoup plus clé en main, beaucoup plus exploitable à nos différents utilisateurs métiers qui sont plus ou moins autonomes mais qui ont au moins tout un tas de données clés. Moi je trouve le sujet un peu complexe, donc ça marche plutôt pas mal. Donc là nous on se sent pas dans l'urgence de challenger ce qu'on a mis en place. Après, notre sujet, notre complexité, nous, c'est que nos sujets sont de plus en plus transverses. Et ça, on a vu l'évolution. Je suis arrivée en 2021. Je trouve qu'on fonctionnait très très bien métier par métier. Et aujourd'hui, je sais pas, la performance de l'entreprise est tellement multifactorielle qu'on n'arrive plus à fonctionner en silo. Et donc, on a quand même des ponts beaucoup plus importants à faire qu'on ne le faisait précédemment sur ces différents périmètres de données. Donc, nous, réflexion en cours, en tout cas, sur ces sujets-là, mais pas d'urgence. On ne bougera pas, en tout cas, vers du data mesh. On n'accélérera pas vers ça, en tout cas, dans les prochains mois. Mais c'est évidemment des sujets que l'on suit. Merci Elodie. Étienne, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je vois le time is up. Nous, on a fait le choix du data mesh parce qu'on pense qu'on n'arrivera pas à contrôler suffisamment le métier et que compte tenu du retard que Auchan a pu prendre à certains endroits sur de la technologie comme ça, on doit faire le pari de réussir à donner le pouvoir à ceux qui ont des problèmes à résoudre le plus rapidement possible et ensuite de réussir à bâtir une gouvernance qui viendra mettre un peu de cadre dans ce sujet. Merci Elodie, merci beaucoup Étienne. Je crois qu'on peut Merci les applaudir pour cette Merci table à vous. ronde. Merci à tous. Merci à tous les deux.